Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la dixième salon Go de la création reprise d'entreprise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons aborder? Un sujet qui intéresse de nombreux porteurs de projets, bien entendu, la reprise d'entreprise. En effet, la reprise d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une alternative déjà très intéressante à la création d'entreprise. Néanmoins, elle nécessite du temps car elle s'anticipe, elle se prépare. Nous allons découvrir tout cela ensemble grâce à plusieurs intervenants. Donc Cécile, Benoît Bouchard, ma consoeur de la CMA, et Monsieur Laurent Driuti du cabinet conseil Optiméo. Je précise également que qui seront à votre disposition et que nous traiterons bien sûr vos questions à la fin de la présentation. Tout ça parce que je vous invite bien entendu à poser vos questions. Alors il y a une petite bulle qui apparaît en haut à droite de l'écran avec un point d'interrogation. Ça c'est le chat. Donc là vous pouvez vous connecter dessus et poser vos questions. Je le répète, on y répondra à la fin. Je précise également que cette visioconférence, elle est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur YouTube. Voyons ensemble le programme de notre visioconférence. Alors, plusieurs points vont être abordés, donc bien entendu la préparation, l'identification, la rencontre entre le repreneur et le cédant, bien analyser ses cibles et surtout le départ des 100 premiers jours, tel un parcours d'un homme politique. Façon à bien se préparer. Alors on voit qu'est-ce qui se passe. On voit que l'âge moyen, en gros c'est 48 ans, parce que 38 ans pour un créateur, 48 ans pour un repreneur. 40% à peu près donc de profil d'ingénieur, 10% de femmes. Bon, on voit tout ça que finalement les prix médians aussi se trouvent aujourd'hui en dessous de 180 000 euros. Ça, c'est à peu près le prix de cession par rapport à tous ces commentaires. Mais surtout, le problème aujourd'hui qu'on voit avec ça, c'est que le français bouge peu. Il est restreint. Il a des freins aujourd'hui sur le territoire. Donc, la première cause de la vente aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le départ. Le départ en retraite. Et là, aujourd'hui, nous avons quand même énormément de sociétés où l'âge du dirigeant, il est même déjà en retraite. Donc, c'est un peu compliqué. Les entreprises à cédant sont anciennes. Donc, il y a du travail pour les remettre dans le marché, redynamiser, redonner une nouvelle image, une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, sur le territoire, nous avons à peu près 680 000 entreprises sur les 2,8 millions qui passent la barre de 65 ans dans l'âge du dirigeant. 185 000 sont non cédables par rapport à un potentiel de poursuite. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? À peu près 55 000 de cessions par an. Donc là, il y a une grosse baisse depuis la crise Covid, puisque on est même en dessous des 40 000. Donc depuis 5 ans, malgré la crise, il y a quand même une baisse réelle de cessions d'entreprise. Alors comment les cessions se font? Seulement la moitié en externe par rapport à la cible. Comment bien se préparer? La création par rapport à un bilan. Je vais passer la slide suivante. On voit que la reprise n'est pas un parcours facile. La création, là on se lance un petit peu à la perche. Donc comment bien se préparer? Il faut faire le point déjà avec vous-même. Une entreprise, pourquoi? Votre valeur ajoutée. La famille. Posez-vous des bonnes questions. C'était la slide suivante. La création de la reprise d'entreprise ne doit pas être un plan B. On a surtout, c'est pas parce que je suis au chômage, parce que je suis pas bien dans mon entreprise, que je vais être licencié. Donc tout ça, il y a vraiment une réflexion totale sur vous-même pour vous lancer dans un projet. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que vous reprenez? Quelle est la plus-value? Et n'oubliez surtout pas que dans tout ce temps-là, vous n'allez pas être tout seul parce que vous allez emmener toute votre famille avec vous. Donc il faut vraiment l'aval de tout votre entourage par rapport à ce projet. Ça va changer votre vie radicalement. Donc il faut être crédible. Avec vous-même, bien entendu, et surtout vis-à-vis du cédant, vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des salariés que vous allez reprendre, parce que vous vous lancez dans une aventure où tout le monde va être en questionnement, en interrogation. On va essayer à se connaître, à se rapprocher. Donc, il ne faut pas avoir une fuite en avant. Donc là-dessus, il faut être vraiment sensé, analysé et posé. Je vais passer la main à Cécile de la Chambre, qui va continuer avec comment identifier les entreprises à reprendre. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, vous avez un projet de reprise, vous êtes décidé, la famille vous suit, vous allez être amené à rencontrer des cédants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cédant, lui, va valoriser son passé et vous allez vouloir valoriser, lorsque vous reprenez une entreprise, votre avenir. Donc, il faut être ouvert d'esprit, écouter, être sensible
dans la relation avec le cédant, parce que lui, finalement, il va valoriser son bébé que vous allez acheter. Lorsque vous reprenez une entreprise, donc vous allez rencontrer peut-être plusieurs chefs d'entreprise, plusieurs entreprises, plusieurs sociétés. Je vous conseillerais de plutôt vous intéresser à plusieurs petites, moyennes entreprises plutôt que de cibler une grosse pour laquelle vous auriez éventuellement peut-être des difficultés au niveau du financement. Vous ciblez une activité, vous ciblez un secteur géographique, plusieurs entreprises vous intéressent. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, je vais dire. Ça vous permet d'avoir, si vous avez un refus de financement ou si finalement le feeling ne passe pas entre vous et l'entreprise, de pouvoir vous orienter vers une autre. Alors, pas 5 entreprises, pas 10 entreprises, mais peut-être 2 ou 3 qui vous permettent d'avoir finalement un choix. Comment trouver ces entreprises? Donc, l'image est parlante. Vous avez à peu près 30% du marché de la reprise qui est visible. Le reste, les 70% restants, c'est quand même un marché très secret. Beaucoup de chefs d'entreprise, même s'ils ont envie de vendre, vont rester secrets. Voilà, donc pas avoir envie d'en parler pour pas mettre mal à l'aise les salariés, pas avoir de problème non plus avec les clients. Donc, il va falloir faire votre propre recherche. Il va falloir écouter, regarder. Il est facile aussi de voir que le chef d'entreprise a plus de 60 ans, plus de 55 ans. Peut-être que ce sont ces personnes-là, les cibles d'activité que vous devez cibler. Pourquoi pas aller rencontrer un chef d'entreprise ou même votre propre employeur pour dire voilà, j'ai l'intention de reprendre une entreprise. Pourquoi je ne reprendrai pas l'entreprise dans laquelle je travaille? Je vois que vous... Alors, ne lui dites pas qu'il est vieux et que vous voulez reprendre, évidemment. Il faut y mettre les formes, mais ça peut être une première approche. Il n'a peut-être pas encore fait la démarche et la réflexion de vendre, mais ça peut être une première approche. C'est toujours un petit peu long. Donc, voilà, il y a des choses qu'il faut envisager sur le moyen long terme, même lorsque vous ciblez des entreprises. Vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas reprendre l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de retrouver les annonces de cession sur différents sites Internet. Vous avez, pour ce qui concerne la CCI de Moselle, le site opportunette.net, où vous retrouvez les offres de cession du Grand Est. Donc, c'est très intéressant. Il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui ont des annonces en ligne, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Et parallèlement, vous avez le site Transentreprise, donc qui est un site chambre de métier et chambre de commerce nationale, où vous retrouvez les annonces des artisans et des commerçants également en ligne. Donc, ce sont des annonces anonymes. Vous contactez le webmaster et c'est lui qui va vous mettre en relation avec le repreneur, avec le cédant, pardon. Comment identifier les entreprises? Toujours, il va falloir utiliser le réseau. Ne restez pas seul. Orientez-vous vers les personnes qui sont en contact avec ces entreprises-là. Vous en avez un exemple ici. Vous avez effectivement BPI France, vous avez le syndicat des professionnels de la fusion-acquisition, pardon, le Grand Est, le CRA qui est les cédants-repreneurs d'affaires, les notaires, les experts comptables peuvent être apporteurs, mais également les chambres de commerce et les chambres de métier. Lorsque vous rencontrez, donc là on va aborder la rencontre repreneur-cédant. Le repreneur va pouvoir poser plusieurs questions. Il va falloir lier le dialogue, dialoguer avec le cédant pour bien comprendre où il en est. Il y a certaines questions que vous pouvez poser. Par exemple, la raison pour laquelle il vend son entreprise. Est-ce que c'est parce qu'il part en retraite? Est-ce qu'il a un autre projet? Parce que vous pouvez tout à fait être face à des chefs d'entreprise qui ont un projet de vie différent. Ce sont des questions intéressantes à poser. Vous pouvez aussi lui poser la question de savoir s'il est accompagné. Si le cédant est accompagné pour la cession de son entreprise, ça optimise vos chances que cette dernière se passe bien. C'est-à-dire qu'il aura été préparé, il saura ce à quoi s'attendre et vous pouvez vous appuyer sur éventuellement un dossier de cession. Donc ça, c'est intéressant.
Vous avez aussi la question qui parle du prix. Comme je vous le disais, le cédant, lui, va valoriser son passé. Il va valoriser tout le travail et tous les sacrifices qu'il aura fait. Et vous, vous êtes face à une entreprise dont vous allez voir le développement, les bénéfices futurs. Donc, lui va vouloir vendre le plus cher possible et vous allez vouloir, vous, acheter le moins cher possible. Tout est question de négociation. Ne prenez pas le dirigeant de front, écoutez-le, négociez, soyez dans l'écoute. Voilà, il y a des choses. Le fait qu'il ait une idée de la valorisation, ça veut dire que déjà, il a eu un chiffre ou en tout cas une fourchette de valorisation et que dans sa tête, il s'est fait à l'idée voilà, d'un certain montant. Il est aussi intéressant de savoir depuis quand il a l'intention de vendre. S'il cherche à vendre depuis 5 ans, s'il cherche à vendre depuis 6 mois, vous n'aborderez pas la relation de la même manière. C'est intéressant de voir comment lui se prépare. Quelles sont les actions? Vous pouvez aussi lui poser la question de savoir pourquoi il veut vendre. Exactement. Est-ce que, ou en tout cas, voilà, si les actions à mettre en, une fois qu'il aura vendu, est-ce qu'il y a des actions à mettre en œuvre pour que vous puissiez, vous, optimiser votre reprise? Donc, vous pouvez lui poser la question, si maintenant vous étiez le repreneur de votre propre entreprise, qu'est-ce que vous feriez pour, voilà, pérenniser cette reprise? Ça peut être intéressant de lui poser la question. Ça lui fait parler de son entreprise, ça le projette. Donc, ça le met en confiance et ça vous met en confiance aussi parce que vous vous rendez compte qu'il y a effectivement des choses qui peuvent être faites. Lui faire parler un petit peu de ses belles réalisations parce que c'est quand vous rencontrerez des dirigeants d'entreprise, le fait de leur parler de leur réussite plus que d'éventuels échecs, c'est toujours valorisant. Voilà. Vous pouvez lui poser la question de ce qu'il fera après la session. Vous, ça va vous rassurer sur son projet. Certains chefs d'entreprise ont envie de vendre, mais ne savent pas forcément ce qu'ils feront après. Donc, voilà, il va falloir que vous sachiez comment lui se positionne. Et ça vous permettra, vous, de vous positionner dans l'optimisation de votre reprise. Est-ce qu'il a préparé l'entreprise à sa transmission? C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a finalement nettoyée? Est-ce qu'il a fait belle la mariée? Est-ce que quand vous allez reprendre, il n'y aura pas de surprise? Voilà, c'est un petit peu la question. La préparation, l'accompagnement, les projets à la suite vont permettre aux dirigeants d'entreprise de vous présenter son entreprise, mais également à lui de se mettre dans l'idée de la vente. Et puis, ce qui serait intéressant et important aussi à savoir, c'est est-ce qu'il y a des investissements à prévoir? Vous avez une valorisation d'une entreprise. Est-ce qu'il y a un certain montant? Vous êtes entendu sur le montant, mais est-ce qu'il va falloir racheter du matériel? Est-ce qu'il va falloir prévoir des travaux sur l'immobilier? Tout ça, c'est important. Et puis, lui demander quels sont ses conseils à lui pour optimiser votre reprise. Le cédant vend le passé, j'insiste, vous achetez le futur. C'est important pour vous voilà, de rester ouvert à la discussion et de ne pas venir le voir en disant je vais tout révolutionner, tout raser pour faire quelque chose de nouveau. Restez à l'écoute. Mais pour ça, il va falloir cibler votre entreprise. Et là, je vais laisser, en tout cas les entreprises que vous allez reprendre, et là, je vais laisser la parole à Laurent. Bonjour à tous, Laurent Driuti, une société Optiméo, je suis conseil en cession, acquisition d'entreprise. Alors j'en profite avant de démarrer sur l'analyse des cibles. S'il y a beaucoup de repreneurs ici parmi vous, moi je travaille principalement à la cession, donc si je cherche toujours des repreneurs de qualité, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on ait un échange et éventuellement je puisse vous présenter les dossiers que j'ai actuellement en cours. Donc je vais juste parcourir rapidement les étapes à partir du moment où vous avez identifié une cible, comme vient d'en parler Cécile.
Qu'est-ce que vous avez à faire avant d'aller jusqu'à l'acquisition de cette cible? Donc, il y aura d'abord un diagnostic, on va y revenir, un diagnostic assez complet de la cible, hein, qu'il ne faut pas négliger. Vous aurez à un moment donné à négocier le prix. Il y aura des négociations sur différentes choses, pas uniquement sur le prix, mais aussi sur certaines conditions en parallèle. À partir du moment où vous êtes d'accord vous avez fait un bon diagnostic, le prix est convenu entre vous. Bah, vous allez faire une offre qu'on appelle fréquemment une lettre d'intention, où vous allez préciser le prix, les différentes conditions, y compris le financement sur lequel vous êtes prêt à acheter l'entreprise. Une fois cette étape passée, vous allez le plus souvent faire des audits, c'est-à-dire faire intervenir un conseil, un avocat, des experts comptables pour faire un audit donc sur le plan juridique, comptable et social de l'entreprise pour voir s'il n'y a pas de squelette dans les placards et que le cédant vous a bien tout dit. En principe, c'est le cas, mais ça n'empêche pas de vérifier. De votre côté, vous allez préparer un prévisionnel qui va vous être utile d'une part pour déjà préparer la ligne directrice que vous allez prendre une fois la session réalisée et qui va vous servir aussi dans le cadre du dossier de financement pour la recherche auprès des banques donc du financement, parce que le plus souvent, les reprises s'accompagnent d'un prêt bancaire, avec un apport personnel néanmoins, mais avec un prêt bancaire le plus souvent. Et puis, vous allez préparer aussi sur le montage juridique et financier de reprise. Il faut savoir que le plus souvent, les reprises d'entreprise se font par le biais d'une holding de reprise. C'est un petit peu différent pour les commerces, mais en tout cas pour les PME, le plus souvent, c'est vous créez une holding de reprise. Et puis, toutes ces étapes avancent un petit peu en parallèle et pour aboutir finalement à un protocole d'accord qui fixe de manière très complète les différentes modalités de cession et pour au final arriver à ce qu'on appelle le closing, c'est la signature effective de la cession, le moment où vous prenez la main sur l'entreprise et le passage de relais. Donc je reviens sur la partie diagnostic pour bien analyser la cible, hein, c'est une étape importante. Alors, dans un premier temps, vous allez déjà pour vous faire votre propre idée avant de faire intervenir des conseils, demander les comptes des dernières années, une présentation commerciale qui vous permet un peu de bien cerner les secteurs d'activité de l'entreprise. Vous allez, en discutant avec le cédant, évoquer le savoir-faire de l'entreprise, quelle est la particularité de l'entreprise sur son marché, quel savoir-faire elle maîtrise, des informations sur les produits, sur les clients. Alors bien sûr, à ce stade-là, le cédant ne va pas vous donner les noms des clients, sauf exception, mais en tout cas vous donner la typologie des clients. Et puis des infos sur les fournisseurs également, le type de matières qui sont achetées. Et puis suivant votre parcours aussi, vous pouvez aussi vous dire tiens, moi j'ai une bonne connaissance de ce type de client ou de ce type de fournisseur, je pourrais amener quelque chose à l'entreprise. Et puis des infos sur les concurrents également de l'entreprise. C'est savoir à qui vous avez affaire et comment ils se positionnent sur le marché, et donc incidemment comment l'entreprise que vous ciblez se positionne sur le marché. De la même manière, vous allez évoquer les équipements de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui fabrique, forcément, lors de la visite, vous allez regarder un petit peu les équipements. On va vous remettre une liste des immobilisations, une liste des équipements de l'entreprise. Vous verrez leur âge et puis s'ils sont, je dirais, au fait de l'actualité, de la technologie sur le marché. À un moment donné aussi, vous allez avoir la liste des salariés, alors pas forcément nominative, mais en tout cas les fonctions et ancienneté de chacun, les salaires, ce qui vous permet aussi de voir si vous n'allez pas soudainement vous retrouver avec 5 personnes qui partent à la retraite, ou si au contraire vous avez un fort turnover dans l'entreprise, si vous avez des gens qui ont une ancienneté très récente dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est analysé également.
Parfois, il y a l'immobilier qui intervient également dans la session de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il peut être dans l'entreprise, appartenir à l'entreprise, ou bien appartenir au dirigeant via une SCI, et le dirigeant peut souhaiter vendre également l'immobilier s'il est très spécifique à l'entreprise, ou au contraire le garder pour en percevoir un loyer. Donc tout ça, c'est aussi des points à évoquer, à discuter. Et puis, un point à ne pas négliger également, et ça, je vous incite à le faire à différents stades de vos discussions avec le cédant, vous assurez que le vendeur soit bien vendeur. Parce qu'il y a des gens aussi, des cédants parfois qui se disent bah, tiens, je vendrais bien l'entreprise si on me propose un très bon prix, et bon, qui ont parfois des espérances un peu élevées, et qui au moment où vous allez évoquer le prix, vont dire non, on n'est pas sur les mêmes conditions. Alors, ça peut vous faire perdre du temps parce que vous avancez pas mal sur le dossier. Je pense qu'il faut évoquer assez rapidement dans les échanges la notion de prix, alors qui peut être, je dirais, réactualisé par la suite en fonction des éléments que vous allez faire avec les audits, s'il y a des éléments en plus ou en moins, mais en tout cas, c'est un point important également à évoquer, quoi. Et puis, dernier point également, il peut y avoir des contraintes normatives à prendre en compte. Donc ça, il faut regarder aussi, c'est-à-dire des autorisations nécessaires pour pratiquer la profession, ou que certains salariés aient passé des formations. Donc ça c'est aussi des points à prendre en compte. Donc tout ça, je dirais, se résume un petit peu par le graphique que vous voyez actuellement, donc où vous allez avoir d'une part une partie solide dans l'entreprise, notamment les machines, les véhicules pour les entreprises de production ou de services. Vous allez avoir une partie qu'on va appeler liquide, où vous allez avoir l'argent dont dispose l'entreprise en banque. Vous allez voir aussi les créances clients et les dettes que l'entreprise a par rapport à des investissements, ou les dettes fournisseurs. Donc tout ça, ça doit s'analyser également. Puis après, il y a une partie de l'analyse qui concerne un peu ce qu'on va appeler le gazeux, enfin le plus difficile à cerner, qui est le savoir-faire. Déterminer si l'entreprise que vous ciblez a un savoir-faire spécifique. Alors c'est pas nécessaire absolument d'avoir un savoir-faire spécifique. Il faut avoir un savoir-faire suffisant et au goût du jour par rapport à son marché. L'organisation de l'entreprise, le management, le leadership, la culture, l'image de l'entreprise, donc la vision du dirigeant, la capacité créative, les brevets, les marques, tout ça, c'est parfois difficile à évaluer, mais en tout cas, il faut le considérer, et certaines choses, notamment de cette analyse, peuvent apporter une valeur supplémentaire. Si vous avez un brevet qui vous donne une sécurité sur un marché, je dirais c'est un plus. Si vous avez un système d'information particulièrement performant qui vous fait gagner du temps dans l'organisation, c'est un plus. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'analyse. Et donc tous ces différents points, vous amenez à un moment donné. Donc je vous l'ai dit, je pense qu'il faut l'évoquer de manière déjà dans un premier temps de manière globale, et puis après au fur et à mesure de l'analyse, vous allez préciser les choses. On parle souvent au début d'une fourchette de prix, puis après en fonction de votre côté de l'apport que vous avez, qui est souvent regardé comme nécessaire, sachez-le, par les banques. Il faut en principe quand même toujours un apport. Le prix de vente que vous estimez, l'emprunt que vous allez devoir réaliser, et puis de l'autre côté, ce qui entre aussi dans l'établissement d'un prix de vente, c'est notamment la rentabilité de l'entreprise, sa performance. Aujourd'hui, c'est ce que regardent le plus souvent les banques. Est-ce que c'est la rentabilité qui va vous permettre par la suite de rembourser l'emprunt que vous avez fait auprès des banques? Si l'entreprise maintient la rentabilité qu'elle a su générer sur les précédentes années, ça va vous permettre d'être en bonne position pour rembourser les banques. Et ça, les banquiers sont très pointus là-dessus, sur ce point-là. Donc vous allez avoir par la suite
des négociations. Donc j'en parlais à l'instant, donc du prix, les conditions de paiement. Il faut savoir que il peut y avoir aussi des conditions de prix avec des compléments de prix ou des crédits vendeurs. Je vais en revenir sur ce point un petit peu après par rapport aux effets Covid. Des conditions particulières, ce qui peuvent être liées à un niveau de stock, des choses à mettre en place avant la session, ou l'accompagnement du dirigeant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut négocier en amont. Et puis la clause de non-concurrence, évidemment, donc ça c'est le plus souvent le dirigeant partant a une clause de non-concurrence pour éviter qu'il aille s'installer la maison à côté, le bâtiment à côté, puis vous faire concurrence. Et puis il y a fréquemment aussi, le plus souvent, une garantie de passif, c'est-à-dire que vous allez reprendre une société un jour J, vous n'allez pas avoir forcément connaissance de tout ce qui s'est passé par la suite, même malgré l'analyse, vous n'allez pas savoir s'il y a des choses qui ont été faites un petit peu hors des clous et qui peuvent vous revenir dans la figure après la reprise. Donc la garantie passif, en fait, vous garantit que si vous avez un litige après la cession qui est liée à la gestion du vendeur, vous avez la possibilité de faire une action pour récupérer le coût éventuellement qui serait impacté sur l'entreprise. Si vous avez un litige avec un salarié, un prud'homme, si vous avez un litige avec un client qui ne vous règle pas parce que le travail a mal été réalisé et ce litige n'était pas identifié avant la cession, toutes ces choses-là, vous avez la possibilité après de récupérer l'argent que ça coûterait éventuellement à l'entreprise. Et puis, je dirais, pour terminer ma partie, je dirais, par rapport à l'effet Covid, est-ce que moi j'ai vu sur le marché, je vais vous donner quelques éléments. Donc déjà par rapport à le nombre d'entreprises sur le marché, aujourd'hui le marché est assez dynamique. Il y a, je dirais, des dirigeants qui sont proches de l'âge de la retraite. Xavier en a parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui plus de 25% des dirigeants qui ont plus de 60 ans. Donc de fait, ils approchent de la retraite, même si on les pousse pas tous à partir. Donc il y a cet aspect-là, et la crise Covid, je dirais, a accentué la pression au quotidien sur le chef d'entreprise, et certains se disent, avaient peut-être l'intention de faire encore quelques années, mais se disent, bon, c'est bon, j'ai géré cette crise, là, je suis un petit peu à bout, allez, je vends. C'est peut-être un peu moins le cas, peut-être pour des gens qui sont plus jeunes, qui avaient 40, 50 ans, qui avaient l'idée peut-être de céder leur entreprise pour faire autre chose, mais pour des raisons diverses, ou si l'entreprise a été impactée par la crise, vont peut-être repousser ceci à plus tard. Donc en tout cas, voilà, je dirais, il n'y a pas d'impact notoire négatif sur le marché par rapport aux mises en cession. Sur l'endettement de l'entreprise, je dirais qu'il peut y avoir là, sur le coup, un impact, puisque beaucoup d'entreprises ont fait appel au PGE, donc qui a permis à certaines d'éviter d'aller mal, mais aussi à d'autres de prendre une sécurité, même s'ils n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, il faut savoir que les montants du PGE sont une dette dans l'entreprise, donc c'est des choses à considérer. Il peut y avoir également des reports d'échéance de prêts. Sur les prêts déjà en cours, des entreprises ont demandé de geler les prélèvements pendant la crise de Covid. Donc ces différents éléments peuvent avoir un impact sur le prix. Et je dirais aujourd'hui, on voit fréquemment sur les dossiers que je gère, alors des entreprises il y a des entreprises qui ont surperformé, d'autres qui ont sous-performé. Donc c'est difficile de cerner la part qui est liée au Covid. Et donc ce qu'il arrive, c'est que par rapport aux entreprises qui surperforment, le repreneur va dire, écoutez, moi je suis d'accord de vous donner le prix que vous souhaitez, même si il se table un petit peu sur votre surperformance. Pour autant, je vous donne un prix, un montant à la cession, et je vous donne un complément de prix si effectivement votre surperformance se maintient à l'avenir. Donc il y a des modalités à mettre en place et pour parvenir à s'entendre.
Et puis, je dirais, il faut cerner un petit peu aussi les facteurs externes qui permettront un retour à la normale ou qui pourraient impacter durablement la société. Donc voilà un petit peu les éléments, l'effet Covid. Et puis, je vais repasser la parole à Xavier. Juste avant, un dernier message donc, pour les repreneurs. Je vous incite vraiment à aller de l'avant. Moi, j'ai été repreneur et cédant et c'est vraiment une belle aventure. Donc, allez-y. Il y a certes des risques, mais c'est une belle aventure. Et le plus souvent, si vous préparez bien les choses, ça se passe bien par la suite. Voilà. Xavier. Merci Laurent. Alors effectivement, ça y est, l'affaire est faite. Hein. Là, devant, tout commence. Maintenant, vous avez 100 premiers jours pour vous faire la main. Alors la main sur quoi? Tout simplement sur les anciens clients, sur lesquels il va falloir vraiment les connaître, retravailler avec eux, ainsi qu'avec les fournisseurs. La main aussi sur les salariés. Donc là, ça va être aussi une autre appréhension, parce que vous allez diriger une équipe, hein, qui est 1, 2 ou 3 ou plusieurs personnes, peu importe. Maintenant, vous avez des salariés, des nouveaux clients, vous avez affaire à un banquier, des éventuels partenaires. Tout ça pour vous dire qu'il faudra absolument se positionner en tant que dirigeant. Voilà. Là, vous n'êtes plus vraiment acteur de votre société. C'est vous le maître à bord, on dit. Donc, il va falloir s'entourer. Et surtout, ne pas foncer tête baissée. Il va falloir prioriser des méthodes. Donc, un moyen mnémotechnique tout simple. Vous connaissez tous le cinéma UGC. Voilà. U comme urgence, G comme gravité, C comme complexité. Donc, il va falloir vraiment prioriser. Prendre du temps. Voilà. Et analyser tous les paramètres des clients, des fournisseurs, des salariés, et ainsi de suite, comme l'indique le slide que vous avez sous les yeux. Tout simplement, comment vous accompagner après derrière. Voilà. Ça, nous aussi, on peut aller plus loin pour vous accompagner et tout ça pour mettre en amont. Donc, comment faire? On va formaliser le projet. Des entretiens approfondis avec nos conseillers, experts. On peut vous faire des stages pour définir vraiment le profil aussi de l'entreprise, comment préparer, bien entendu, les prévisionnels, identifier les atouts, les points bloquants, quels sont justement les freins. Et bien entendu, on peut vous mettre en relation avec tous nos partenaires des chambres consulaires pour réussir votre projet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est s'entourer et préparer la reprise d'entreprise. Quel que soit ça, donc il faut qualifier, tout simplement. Voilà. Je vais maintenant vous laisser la main avec nos intervenants du jour. Donc, je remercie une fois de plus Cécile, ainsi que Laurent, et surtout Carole à la régie, qui a maîtrisé d'une main de maître toute la technicité. Nous allons répondre à vos questions. Donc, la première, y a-t-il une différence entre la cession et l'acquisition d'entreprise? Ces deux termes sont-ils des synonymes? Qui veut prendre la main? Laurent? Ouais. Allez, Laurent. La cession et l'acquisition, effectivement, ça dépend de quel côté vous vous situez. Donc, la cession, c'est le dirigeant qui va souhaiter vendre son entreprise, donc qui va réaliser une cession. Et puis, l'acquisition, si vous êtes repreneur, c'est vous qui vous positionnez en tant qu'acquéreur. Donc, c'est simplement le côté sur lequel vous vous situez. Si vous êtes du côté cédant, donc vous allez vendre quelque chose, du côté acquéreur, vous allez acheter l'entreprise, tout simplement. Si je reprends par exemple une SARL, puis-je la transformer en une autre forme juridique? Cécile? Absolument, vous pouvez tout à fait, vous êtes libre de choisir la structure juridique qui convient le mieux à votre situation personnelle et à la situation de l'entreprise. Il n'y a aucun souci pour changer la forme juridique, bien sûr. Alors, ça nécessite un certain temps ou il faut attendre Ça va dépendre de vos objectifs personnels et les objectifs de l'entreprise. Vous pouvez tout à fait décider de reprendre une SARL et vous constituer une SAS, par exemple, pour reprendre cette SARL. Donc, elle aura, effectivement, il y aura un changement de forme à ce moment-là. Ça peut prendre du temps, il y a des formalités, ça prendra certainement un petit peu de temps, de la savoir combien, ça va dépendre de vous, de la forme que vous aurez choisie, la forme juridique. C'est rarement du jour au lendemain, si c'était la question. D'accord, merci. Oui, j'ajouterais en complément que
le plus souvent, les repreneurs, quand ils sont en face d'une SARL, demandent à la transformer en SAS avant la reprise parce qu'il y a des droits d'acquisition qui diffèrent. Vous avez 3% du prix de la cession de droit sur une SARL, alors que vous avez que 0,10% quand elle est sous forme de SAS. Donc souvent, les repreneurs demandent à transformer en SAS avant la reprise. Merci pour cette précision. La garantie du passif et la clause de non-concurrence nécessitent la présence d'un avocat ou d'un notaire, ou un contrat rédigé entre le cédant et le repreneur suffirait. Je ne sais pas qui le prend là. Alors ça dépend de la taille de. Ça dépend de la taille de l'opération. C'est vrai que ça peut être un acte sous seing privé, évidemment. Maintenant, pour être sûr que ce soit rédigé dans les règles et dans les formes, c'est quand même bien de faire appel à un avocat ou un notaire. Mais ça peut être réalisé par un acte sous seing privé. Oui, je confirme. Je pense qu'il est intéressant et important pour les repreneurs comme pour les cédants de se faire accompagner par des hommes de l'art. Homme avec un grand H. Il n'y a pas. Les actes sous seing privé sont bien, mais attention, hein, vous n'êtes pas juriste, ni le cédant, ni vous repreneur. Donc, j'ai vu des choses terribles, des actes sous seing privé, qui se sont retournés contre les repreneurs. Donc, faites-vous accompagner par un juriste, effectivement, par un avocat en droit des affaires. Donc, ça, c'est important de ne pas rester seul, en tout cas, dans ce type de transaction. Merci. Notre question, le cédant vend le passé et l'acheteur achète le futur. Est-ce qu'on doit payer le passé? Il me semble que oui. Alors, si je peux me permettre, oui, effectivement, il faut payer un petit peu de passé, il faut payer un petit peu de son avenir aussi. Voilà. Un peu des deux. C'est pour ça que je vous disais que c'est une négociation. Il faut prendre en compte le passé et l'avenir. C'est une négociation, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions en cours? Quel est le meilleur canal afin de trouver les entreprises à céder, mis à part les 2 sites web présentés en slide? Bon, il me semble qu'on en a déjà parlé, on a surtout aussi invoqué le réseau. Donc le réseau des professionnels, tels que les experts comptables, les avocats, les banques, votre entourage, vos connaissances aussi, puisque souvent les informations comme ça sont transmises. Je prends l'exemple d'un restaurant, on va souvent manger dans un restaurant, on apprend qu'il est à vendre, ou dans un autre type de commerce. Dans une industrie, là c'est un peu plus compliqué, il faudra bientôt creuser. Donc tout dépend en fait vers quoi vous vous dirigez. Après, je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses. Non, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut être. Moi, j'ai été repreneur, donc il faut beaucoup bouger. Il faut rencontrer des gens, des avocats, des experts comptables. Il faut aller aux conférences. Il faut se montrer. Il faut se faire connaître des conseils en session-acquisition, comme mon activité actuellement. De la chambre de commerce et d'industrie, la chambre des métiers. Voilà, il faut se bouger, il faut chercher. Et puis, voilà, parfois ça vient d'une opportunité, avec même d'en parler effectivement autour de soi. J'ai le cas d'un repreneur, c'est par des connaissances communes que le lien s'est fait, quoi. Donc voilà. Les fédérations, les corporations aussi sont un bon vecteur. Le bouche-à-oreille, soyez attentif à votre environnement. C'est pas forcément, il n'y a pas marqué forcément à vendre sur la devanture de l'entreprise ou sur le bâtiment, le local de production de l'entreprise que vous aurez ciblé. Mais soyez attentif à votre environnement. Je le disais, c'est pas, on peut tout à fait s'imaginer qu'un chef d'entreprise, un dirigeant, s'il a 2-3 salariés et qu'il a 65 ans, il va être amené à vendre. N'y allez pas de front, c'est ce que je disais, il faut prendre des gants, voilà. Mais soyez attentif à votre environnement. Si vous ciblez une entreprise artisanale, si vous développez votre réseau, mais les corporations, fédérations, syndicats professionnels sont aussi un bon vecteur d'information. Donc, chambre consulaire, tous les partenaires dont on a parlé sont à votre disposition. Je confirme que les fédérations aussi professionnelles, beaucoup de choses à faire avec eux. Alors, j'ai une autre question, là, on me demande, est-il possible de reprendre une SASU pour une activité de consultance? Consultant, j'imagine, quoi, donc.
Je n'y vois aucune opposition, donc là-dessus, effectivement, il est tout à fait possible de reprendre cela. Alors après, je ne sais pas qu'est-ce que ça sous-entendait, quoi, donc comme type d'intervention, quel type de conseil, quelle activité. Donc il faudra peut-être nous revoir vendredi en présentiel, si vous êtes présent sur Metz, hein, puisque je le rappelle, vendredi prochain, ça se passera à la Chambre des métiers. Si je peux me permettre, oui. Par rapport à la forme juridique, toutes les formes juridiques sont bonnes du moment qu'elles correspondent à votre situation personnelle et à votre projet. C'est pas parce que c'est une société que vous ne pouvez pas exercer une activité de consultant. Je vais dire que presque la forme juridique est un détail. Si l'activité de consultant est une activité qui fonctionne et que vous avez intérêt à la reprendre, si vous optez pour une SAS, pourquoi pas? Il n'y a aucun souci par rapport à la forme juridique. Alors c'est presque un détail, ce n'est pas vraiment un, mais la forme juridique importe peu dans votre projet. Et c'est pas ce qui fera que ça marchera mieux que si c'était sous forme de URL ou sous forme d'entreprise individuelle. Donc, en même temps, merci pour ces compléments d'information, auxquels en plus répondre une autre question que Myriam avait posée. Donc justement, quand je pense que Myriam a entendu la réponse dans la bouche de Cécile. Une autre question peut-être? Non, là, je vois, donc il n'y a rien d'autre. Alors, je ne sais pas si vous avez des éléments à ajouter, Laurent, par rapport à... On arrive bientôt au terme de ce webinaire, donc on a encore quelques minutes devant nous. Donc mais s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, simplement, je pense qu'on a un public plutôt de repreneurs en face de nous. Alors, encore une fois, je ne peux que vous inciter à vous lancer dans l'aventure si vous avez les compétences et l'envie, c'est une belle aventure et soyez bien entourés. Ouais, surtout bien entourés. Voilà. Rencontrez les chambres de commerce, la chambre des métiers, faites-vous accompagner d'un expert comptable, d'un avocat également, de conseils. Moi j'interviens sur des dossiers d'acquisition avec des personnes morales et avec des personnes physiques quand elles ont éventuellement déjà la cible, mais pas pour la partie recherche. Je pense que chacun doit rechercher et identifier sa cible, en tout cas pour les personnes physiques. J'ai une autre question qui arrive en direct. On me demande si une clause peut prévoir une obligation de rentabilité. Alors, ça fait un peu le lien avec ce que je disais sur les compléments de prix ou les crédits vendeurs. Alors, plutôt le complément de prix, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui ont surperformé ou sous-performé avec le Covid, et même de manière générale. Et le dirigeant va dire oui, là on est sur un trend, on va continuer à réaliser cette performance-là, ça va bien marcher. Mais dites bon ok, je l'entends bien, j'entends bien ce que vous dites. Pour autant, fixons le prix à temps. Et si effectivement, comme vous le dites, on maintient la performance, alors toutes choses égales par ailleurs, il ne faut pas que vous rajoutiez des charges supplémentaires. Enfin, il y a des modalités à mettre en place. C'est un peu pointu à mettre en place, mais il y a cette possibilité de dire, écoutez, si l'entreprise maintient sa performance à 1 an, à 2 ans, je vous paierai un complément de prix qui fera le lien avec ce que vous souhaitez. J'ai un dossier qui s'est signé là, début novembre, typiquement avec ce type de complément de prix, avec même 3 grades de complément de prix suivant la performance. Donc, je pense que M. Caouche, qui a posé une nouvelle version de la question, a eu sa réponse. Donc par rapport à cela, merci Laurent. D'autres questions encore peut-être qui arrivent? Non, on a bien parlé de la garantie d'actifs passifs, nous sommes d'accord, donc effectivement, bien prendre ça en compte. Alors moi, je voulais reparler juste une petite chose là aussi, lorsqu'on évalue une entreprise par rapport à une reprise. S'il y a des stocks, donc bien penser à évaluer les stocks, parce que des fois, les stocks sont sous-évalués ou surévalués selon la période. Alors actuellement, dans la période actuelle où on est en manque de matières premières, où il y a une pénurie, certains stocks valent plus cher que ce que l'on les avait achetés en amont. Et ça, dans le bilan, c'est des choses intéressantes à regarder. Il me semble. Très bon commentaire là, de Xavier. Notamment quand il y a de l'acier ou du bois, ça peut avoir un impact significatif, quoi. C'est clair. De toute façon, en règle générale, il faut regarder tous les paramètres. C'est pour ça qu'on n'insistera jamais trop sur le fait qu'il faille se faire entourer. En tout cas, merci. On arrive bientôt donc au terme de ce webinaire, comme on dit. Donc, merci pour la participation active. Merci pour vos questions. Alors, vous pouvez retrouver, bien entendu, cette visioconférence sur la chaîne YouTube des Chambres Consulaires.
N'oubliez pas, le salon n'est pas fini, hein, il dure encore quelques jours jusqu'à vendredi. Donc, vous avez encore plein de conférences à visionner. Et surtout, vous pourrez assister en présentiel, donc vendredi, au niveau de la Chambre des métiers. Le programme, il est disponible sur le salon, donc www.salongo.fr. La CCI, la CMA et nos partenaires, bien entendu, sont à vos côtés pour aller plus loin dans vos projets. Il nous reste à vous souhaiter qu'une excellente continuité dans vos projets. Go! Merci à tous. Merci.